Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité politique dans la matinale est Pierre-Yves Cadalin. Il est candidat de la France Insoumise aux élections régionales. Tête de liste Bretagne Insoumise, il est venu jusqu'à nous en plein Trobreise. Il va nous raconter ça. Bonjour Pierre-Yves Cadalin. Bonjour. Alors, je parlais de ce Trobreise, ce Tour de Bretagne que vous faites à vélo. Tout à fait. Nous sommes partis de Caudan le 15 mai dernier en soutien aux ouvriers de l'ETS-SBFM qui sont toujours dans le combat. Voilà 6 semaines qu'ils sont en grève. C'est très dur pour défendre leur emploi, le site industriel qui est très important pour la Bretagne et qui produit des pièces utiles à tous, qui seront utiles dans le cadre de la transition écologique, puisqu'ils fabriquent, vous le savez, des boîtiers de vitesse différentielle qui permettent à tous les véhicules de tourner. Donc avec la transition, il y aura toujours besoin de véhicules. Il y aura toujours besoin de boîtes de vitesse et de véhicules. Exactement. Voilà. Donc on a commencé là-bas et puis nous sommes remontés par l'île-et-Vilaine. Enfin d'abord on a fait le Morbihan, l'île-et-Vilaine et puis nous voici dans les Côtes d'Armor et c'était l'occasion de passer vous voir. Voilà, toujours à vélo. Il y a 2 étapes que j'ai faites dans le camping-car. On a un véhicule technique bien entendu. Voilà, le véhicule d'assistance. Alors on va parler, Pierre-Yves Cadalin, justement vous commencez par ces problèmes sociaux. La Bretagne a été plutôt assez épargnée, on va dire, par la crise, mais néanmoins des entreprises ont décidé de licencier. On pense évidemment à cette entreprise de Caudan, mais on pourrait aussi parler de l'aéronautique qui a pris la crise, j'allais dire, de plein fouet. Est-ce qu'il va falloir renforcer justement en Bretagne, peut-être plus qu'ailleurs, pour conserver justement cette spécificité économique, renforcer les aides de la région, ou en tout cas avoir une région volontariste côté économique? Je pense qu'il faut une politique volontariste au plan industriel et c'est pourquoi nous proposons un grand plan d'investissement d'1 milliard d'euros qui soit articulé à la transition écologique, au virage qu'on doit prendre sur les énergies marines renouvelables, sur maintenant vous savez qu'on fait du plastique biosourcé, donc à partir d'algues, il y a des filières d'avenir, et en maintenant l'existant. Vous parliez de l'aéronautique, il y a sans doute là aussi à penser comment articuler ce secteur à la transition écologique. Il y a également les télécommunications, en Bretagne c'est tout à fait important, et donc tout ce secteur doit effectivement être mis au service de la question écologique. Et cela, c'est fortement créateur d'emplois. 1 milliard d'euros, c'est 10% du budget de la région sur le mandat. C'est important, mais on assume ce choix parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de créer des emplois stables, pérennes. Parce que vous dites, la crise économique n'a pas trop frappé violemment la Bretagne. Mais imaginez ceux qui, pendant l'épidémie, ont perdu leur poste en intérim, notamment dans le secteur agroalimentaire où l'intérim est vraiment utilisé massivement et qui, du fait des conditions spécifiques qu'on a vécues depuis 1 an, ces gens en intérim se sont trouvés dans une situation extrêmement difficile. Et avec aujourd'hui l'assurance chômage d'une violence extrême qui est proposée par Emmanuel Macron, plus d'1 million de personnes sur le pays tout entier, mais il y en aura en Bretagne, vont perdre des droits et vont se trouver dans une situation très difficile alors que, comme nous tous, ils ont cotisé et ils ont ouvert leurs droits. Et puis il y a cette aide aux entreprises qui va s'arrêter. On a aidé les entreprises pendant la crise et là, ces aides s'arrêtent. Là aussi, vous estimez qu'on aurait dû poursuivre encore l'effort, au moins jusqu'à ce que la situation se stabilise? Ce qui est fondamental lorsque de l'argent public est mis au service de la stabilité du secteur privé, c'est les conditions et les contreparties qu'on pose sur la table. Et ça l'est également au plan régional. L'un des axes fondamentaux de notre campagne, c'est de dire il faut conditionner les aides publiques. Prenez, je reviens à l'agroalimentaire, mais ça peut être vrai aussi pour la pêche. Les aides publiques sont versées par la région sans contrepartie sur les conditions de travail, la soutenabilité des rythmes, la durée des contrats, voilà, on parlait de l'intérim, et tout un tas de critères sociaux et environnementaux qu'il faut absolument poser. Caudan, dont nous avons parlé juste auparavant, est tout de même détenu par Renault, et Renault a obtenu 5 milliards de prêts garantis par l'État, sans que l'État, sans que le gouvernement, sans que Macron exige une seule seconde, au moins, le maintien des emplois. C'est semble-t-il le minimum du minimum, c'est de dire nous devons maintenir l'emploi puisque l'argent public a été mis au service de Renault. Vous craignez pas que les grandes entreprises, entre autres, disent voilà c'est un peu de l'interventionnisme?
Eh bien, si de l'argent public, c'est-à-dire celui qui dépend de nos impôts, est mis à leur service, garantit leur activité, il est normal qu'il y ait une contrepartie. C'est l'inverse qui serait problématique, et je crois que ça, tout le monde le comprend. Alors, l'économie, important en Bretagne. Vous parliez de la pêche et de l'agroalimentaire. Là, on va parler de la pêche aussi à travers... qui partagent des problématiques, d'ailleurs, similaires à certains points de vue. Voilà, et au point de vue environnemental, aujourd'hui, la pêche, eh bien, en baie de Saint-Brieuc, par exemple, il y a cette fronde des pêcheurs qui ne veulent pas des éoliennes. Alors, comment arriver à équilibrer à la fois l'environnement, la ressource et là encore, le secteur économique et même énergétique? Vous savez, ce qui est important dans le Tour de Bretagne à vélo qu'on est en train de faire, c'est qu'à chaque étape, il y a le temps de prendre, eh bien, on va dire la température de la situation, mais également de rencontrer des gens longuement, d'avec eux aborder tous les aspects d'une question. Et c'est ce que nous avons fait à Erquy hier, ou avant-hier, je crois, avant-hier, avec notamment Julien, et que vous avez reçu d'ailleurs. Voilà, Julien Tréorel, qui est 5. un des marins pêcheurs très engagés dans cette lutte. Tout à fait. Contre le, et pêcheur le site artisanal, c'est-à-dire son bateau fait 12 mètres, et puis sa zone de pêche est essentiellement sur la zone où il est prévu d'implanter les éoliennes en mer. Ce qui est frappant dans ce projet d'éoliennes en mer, c'est qu'il relève de ce que eh bien, au fond, nous combattons la privatisation des énergies renouvelables, qui est en cours notamment avec le projet Hercule, c'est-à-dire que la part rentable d'EDF, c'est-à-dire la part renouvelable, va être cédée au privé, et le privé, eh bien, va pouvoir utiliser la transition énergétique comme pure source de rentabilité. Et c'est bien le cas du méga projet éolien de Saint-Brieuc, puisque c'est en 20 ans qu'Iberdrola pense doubler son investissement en rentabilité, puis repartir ainsi. Ce n'est pas avec ce genre de conditions économiques qu'on peut parvenir à un projet qui fasse consensus et qui permette, eh bien, d'engager réellement la transition énergétique. C'est pourquoi nous défendons un service public de l'énergie, une politique cohérente avec une entreprise publique qui consulte, qui planifie sur tout le territoire et qui permet, eh bien, effectivement, d'arriver au 100% renouvelable qui est nécessaire à la fois pour décarboner notre économie, mais également sortir du nucléaire qui va devenir de moins en moins sûr, notamment du fait du changement climatique. Donc il y a là un débat important. Il était très intéressant de rencontrer les pêcheurs, effectivement. J'en rencontre d'autres cet après-midi. Et il est aussi essentiel, à propos de ce projet éolien, eh bien, de voir que ce qui est en cause, c'est un modèle économique, et que ce modèle économique, c'est celui défendu par l'Union européenne de la libéralisation du marché de l'énergie. Alors justement, l'énergie, on en parle beaucoup. Ici en Bretagne, on n'a pas de centrale nucléaire, justement, mais on n'a pas encore une autonomie en énergie. Néanmoins, non, loin de là. L'énergie augmente, et on voit la précarité énergétique augmenter également. On parle beaucoup d'isoler les logements, en tout cas les logements, les passoires, ce qu'on a appelé les passoires énergétiques. Mais une fois le logement isolé, l'énergie continue à augmenter. Est-ce qu'à un moment, il faudra fixer les prix de l'énergie pour que les plus précaires puissent avoir accès tout simplement à l'électricité? De fait, pour l'eau comme pour l'électricité, nous sommes pour que les premiers kilowattheures ou les premiers mètres cubes d'eau, eh bien, soient gratuits et qu'ensuite le prix soit progressif. C'est-à-dire que là, il y a une mesure qui est à la fois sociale et écologique. Notre liste, c'est l'alternative sociale et écologique. Ce genre de mesure peut être prise au niveau de l'État, bien entendu. Mais oui, il y a une nécessité à garantir la justice et surtout à garantir l'énergie et l'eau comme des biens communs à tous, puisque nous en avons tous besoin pour vivre au quotidien. Alors, on va parler des territoires. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans cette campagne des régionales. Les territoires. Alors, on va parler déjà de la réunification de la Bretagne. Mais avant cela, je veux juste, mais j'y viens. Mais je veux dire tout de même qu'il y a effectivement la rénovation du bâti, mais il y a aussi arrêter l'artificialisation des terres. Et lorsque le Parti socialiste a inscrit cela au SRADET, c'est-à-dire le schéma d'orientation régionale, eh bien, on se disait, il y a des éléments positifs, mais les mêmes socialistes à la Prévalée à Rennes où je suis passé sont en train d'étendre le stade rennais, le centre de formation du stade rennais, en mangeant une zone précieuse sur le plan écosystémique, mais là aussi il y a des agriculteurs, des permaculteurs. À Pluvigny, on a vu quelque chose de similaire également dans le Morbihan. Donc il faut commencer par arrêter ce genre de projet aberrant, rendre le SRADET
contraignant et opposable aux collectivités territoriales pour effectivement réaliser des économies substantielles d'énergie. Mais venons-en maintenant voilà, au à la territoire. Bretagne. Mais on y serait venu, hein, parce Enfin, on que y est déjà, oui. voilà. Alors la Bretagne a 5 départements. Le retour de Nantes en Bretagne, on n'a jamais été aussi près de retrouver les frontières historiques de la Bretagne. Comment vous vous situez là-dessus? Ben, comme toujours, à la France Insoumise, le pouvoir aux citoyens. C'est-à-dire que je suis moi-même en charge du livret 6e République de la France Insoumise, et je crois qu'il est fondamental, eh bien, lorsque ces questions d'organisation politique se posent, eh bien, d'en appeler au choix des citoyens. Donc d'abord, un référendum en Loire-Atlantique, pour savoir s'ils veulent ou non venir, puisque tout de même on n'ouvre pas la porte à quelqu'un qui n'a pas toqué. Ensuite, un référendum dans les Pays de Loire, car il est inconcevable, puisque nous sommes tous des concitoyens, eh bien, que nous ne demandions pas à la région qui se verrait privée d'un département et sans doute ensuite rattachée à d'autres régions, eh bien ce qu'elle en pense. Et enfin en Bretagne, c'est-à-dire un processus démocratique qui permet, eh bien, pacifiquement, tranquillement, de poser cette question et de la résoudre. Alors, avant de venir au territoire, puisqu'on parle de la réunification, il y a aussi le problème de la langue bretonne qui est évoqué aujourd'hui. Alors, je devrais dire les langues de Bretagne, puisqu'on a vu cette loi déposée par Paul Molac, amendée par le Conseil constitutionnel sur 2 de ces articles, en particulier l'un qui concerne l'enseignement immersif du breton. Là aussi, à la France Insoumise, à la Bretagne Insoumise, comment vous vous situez sur les langues de Bretagne? Eh bien, nous sommes pour le développement de l'enseignement du breton et du gallo. Je dis et du gallo parce que le gallo est bien souvent le parent pauvre et il l'est notamment dans les politiques linguistiques actuelles puisque ce sont uniquement 5%, 5 à 10% me semble-t-il du budget qui est consacré au gallo contre 90% pour le breton. Nous pensons qu'il faut rééquilibrer ce budget et défendre l'enseignement bilingue dans le public. C'est la position claire, simple et précise que nous défendons. Voilà, ça c'était pour mettre un peu les choses au point, parce qu'on a souvent dit que la France Insoumise, en règle générale, c'était le français et pas les langues régionales. Non, bah, ce sont toutes les langues et c'est surtout la défense du service public de l'éducation. Car moi, et cela m'a fait bien rire, de voir des députés de droite heureux d'avoir voté la loi Molac, s'autocongratulant en disant oui, nous allons défendre les langues régionales, alors que ces gens, depuis 20 ans, mettent en place des politiques systématiques de destruction de l'enseignement dans le secondaire, dans le primaire, dans le supérieur, et que pour bien enseigner les langues régionales, il faut commencer par avoir un service d'éducation performant, ce que nous sommes, eh bien, je ne dirais pas les seuls à défendre, mais presque aujourd'hui, tant, eh bien, l'État est attaqué de toutes parts par les macronistes, par un gouvernement Hollande qui a été calamiteux, et bien entendu par cette droite qui se félicitait à ce moment-là de cette loi, notamment le fameux député des cochons, n'est-ce pas, Marc Le Fur, qui se réjouissait avec sa verve habituelle. Voilà, Marc Le Fur qui pourra répondre s'il le souhaite d'ailleurs. C'est son surnom, vous savez, parce qu'il défend en permanence les porcins. Voilà, alors... Il y a 2 cochons par breton. Vous les avez vus, vous? On les voit pas. Ouais. Depuis mon enfance, on les voit pas dans les campagnes. C'est un problème, alors, ça. On va parler d'ailleurs d'agriculture tout à l'heure. Je vous offre une transition. Mais j'aurais voulu qu'on revienne sur les territoires, en particulier avec cette disparité des territoires où beaucoup de gens, par exemple du Centre-Bretagne, d'habitants du Centre-Bretagne, ressentent un petit peu un abandon par rapport aux métropoles que sont Rennes ou Brest. Est-ce que là aussi, j'ai posé déjà la question à plusieurs candidats, est-ce que le rééquilibre est nécessaire? Ah, c'est essentiel. Et ça passe notamment, pas seulement, mais notamment par une politique des transports qui permettent de remailler le territoire, remailler la Bretagne et notamment remailler le Centre-Bretagne. Une des priorités absolues dans la prochaine mandature, c'est de rouvrir la ligne Saint-Brieuc-Auray en passant par Loudéac et Pontivy. C'est essentiel parce qu'il y a une desserte de train qui a été abandonnée là. Nous avons été à Pontivy visiter la gare. Eh bien, la gare, elle est prête, elle est réhabilitée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les rails, enfin à restaurer les rails et puis à remettre les trains dessus. Je veux dire, c'est positif. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est pour le côté politique des transports. Et bien entendu, c'est une revitalisation générale
une politique de développement économique dans son ensemble qu'il faut considérer. Et notamment, pour ce qui est du Centre-Bretagne, eh bien, il y a la question d'installer des nouveaux paysans, de recréer eh bien, de la vie sociale avec les petits commerces, avec les services publics qui ont beaucoup trop reculé. Lorsque vous arrivez, eh bien, moi je suis de Brest, lorsque vous arrivez en voiture sur Pontivy, vous passez par un tas d'endroits où il n'y a quasiment plus un seul commerce. Bon, ça, ce n'est pas normal. Donc c'est un projet cohérent de territoire. Nous, on a appelé ça le territoire en un quart d'heure, c'est-à-dire pas de zone où l'on soit à moins d'un quart d'heure, à plus d'un quart d'heure, putain, sinon, à plus d'un quart d'heure des services les plus essentiels. Ça, c'est vraiment très important. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'aménagement du territoire, je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir aux citoyens, y compris sur la Bretagne, à 5 départements, mais gardons-nous tout de même dans cette perspective d'une marginalisation de la Bretagne occidentale. Puisque vous dites la métropolisation avec Brest et Rennes, mais si Nantes en venait à se rajouter, eh bien, il y aurait peut-être un axe Nantes-Rennes qui laisserait Brest parent pauvre de la situation. Voilà, là aussi, des équilibres entre les grandes métropoles et les villes moyennes aussi. Exactement, puisque Brest, c'est la plus petite métropole de France. C'est une métropole, on appelle ça les métropoles PS, concédées par François Hollande, alors qu'il n'y avait pas le nombre suffisant d'habitants. Mais vous savez, le Parti Socialiste est très fort en intrigue. Mais Brest n'a pas une taille de très grande ville, et il faut prêter attention là aussi à la nécessité du développement industriel, notamment sur l'économie maritime, les énergies marines renouvelables. Il faut par exemple que sur le pôle d'air de Brest soient fabriquées intégralement les énergies marines renouvelables. Parce que si vous prenez le cas des éoliennes, justement, dont on parlait, elles ne sont qu'à peine assemblées sur le pôle d'air. Ça fait très peu d'emplois pour très peu de temps. Donc il faut une politique cohérente sur le plan industriel si on veut redynamiser l'économie d'une ville qui m'est chère, n'est-ce pas, puisque j'y vis. Alors voilà, on salue les Brestois qui nous écoutent et qui nous écouteront bientôt, puisqu'on est en pleine semaine de la radio, de la fête de la radio, et bien qui nous écouteront en DAB+, l'année prochaine à Brest, la radio numérique. Voilà. On revient, Pierre-Yves Cadalin, à ces élections régionales et à ces territoires. Et il y a aussi, on parlait du Centre-Bretagne, des métropolitains, justement. On a vu pendant cette crise du Covid-19 ces métropolitains quitter qui Lyon, qui Lille, qui Paris pour venir chercher un peu de douceur de vivre en Centre-Bretagne et qui ont décidé de s'y installer, d'y travailler, d'y vivre, mais qui manquent cruellement parfois, par exemple, d'ADSL, de fibre. Est-ce que là aussi, il va falloir accélérer ce plan fibre qui, décidément, met beaucoup de temps à se développer en Bretagne? Tout à fait. Il faut accélérer le plan fibre. Il faut un grand plan de formation, en fait, des ouvriers qui interviennent, puisque les conditions dans lesquelles la fibre optique aujourd'hui est posée en Bretagne sont là aussi très problématiques. C'est Medialis, un syndicat d'économie mixte, qui le fait là où normalement, franchement, la pose de la fibre optique sur le territoire aurait dû être coordonnée par l'État avec une mise en place, un plan cohérent des ouvriers qualifiés. Au lieu de ça, ça a été au petit bonheur la chance. Ici, on a dû se débrouiller avec Medialis qui sous-traite et fait le travail dans des conditions extrêmement difficiles avec des gens qui sont parfois mal formés et qui surtout subissent des conditions de travail difficiles. Donc on ne peut pas faire des miracles dans des conditions pareilles. Donc le plan d'accélération de la pose de la fibre optique doit passer par un plan de formation des ouvriers puis une revalorisation de leurs conditions de travail. Alors, on va parler d'un volet que vous avez presque évoqué, en tout cas abordé tout à l'heure, Pierre-Yves Cadalin, c'est l'agriculture. Oui. En Bretagne, aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, qui est un des premiers employeurs de Bretagne, mais agroalimentaire qui est très décrié, là aussi sur le plan environnemental. On voit aussi... social, on pourrait en parler. On voit aussi une agriculture qui évolue. Alors, comment accompagner d'un côté les agriculteurs qui souhaitent évoluer,
comment discuter avec les grandes entreprises de l'agroalimentaire et comment faire aussi les agriculteurs discuter entre eux, qui fait du bio, qui fait du conventionnel. C'est un sujet majeur. Je crois que la ligne de clivage fondamentale dans cette élection, elle passe entre ceux qui sont les partisans du lobby agro-industriel et les autres. Et moi, j'appelle les autres listes qui se prétendent écologistes, qui disent défendre l'écologie politique, à dire si ils sont de tel ou tel côté de cette ligne de clivage. Car il y a là quelque chose d'absolument fondamental. Il y a une nécessité, c'est de rompre avec la logique absurde et la rhétorique mensongère de la complémentarité des modèles. Au contraire, aujourd'hui, elle est utilisée par le président de région sortant, mais par bien d'autres dans cette élection. Au contraire, nous sommes à la croisée des chemins. Plus de la moitié des paysans vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Si nous n'engageons pas aujourd'hui la conversion agroécologique qui met le paquet sur l'autonomie paysanne, des petites et moyennes exploitations en bio, et si nous ne faisons pas cela, nous risquons d'aller vers une concentration toujours plus poussée des terres, une agriculture intensive qui pollue, qui produit les marées vertes que vous connaissez très bien ici, qui rémunère mal une bonne partie des agriculteurs en conventionnel et qui produit du malheur et une absence de vie dans le centre-Bretagne et les zones rurales. Donc il faut engager cette conversion et nous sommes les seuls à poser dans cette élection l'idée qu'il faut annuler la dette des paysans conventionnels qui souhaitent convertir leurs fermes avec un cahier des charges bien entendu très exigeant sur le plan social et écologique. Avec cela, nous avons un levier de pouvoir pour dire aux conventionnels qui aujourd'hui ne s'en sortent pas financièrement, qui n'y arrivent pas, il y a des détresses exactement, qui ont contracté des emprunts, qui se sont fait rouler dans la farine par Triskalia, par le Crédit Agricole, par tous ces éléments du lobby agro-industriel. Nous devons leur dire les pouvoirs publics peuvent venir à votre appui, car nous savons à quel point votre situation est difficile et nous savons également la nécessité absolue de nous engager dans une conversion écologique de notre modèle agricole. Est-ce que ça va être facile justement de changer de modèle, parce qu'on a des jeunes agriculteurs aujourd'hui qui s'installent, qui sont formés pour ce modèle. Est-ce que là aussi mais il faut changer le contenu des formations. Voilà, alors j'allais dire, est-ce que ça passe aussi par un enseignement agricole différent? Ah, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, la FNSEA a la main mise de façon beaucoup trop importante sur le contenu des formations en lycée agricole. Il faut donc apprendre à faire autrement, y compris dans notre mécanisme, si vous voulez, de conversion des fermes. Cette conversion doit se faire avec un accompagnement en termes de formation, puisque si vous êtes en conventionnel, que vous avez appris à faire de telle et telle façon, vous ne savez pas forcément faire autrement. Mais des gens peuvent venir vous appuyer, notamment des gens qui vont venir s'installer, s'il y a de la place pour plusieurs paysans, sur une ferme qui était en intensif auparavant. Donc vous voyez, c'est un projet cohérent qui part à la fois de la nécessité de la conversion, mais qui aussi inclut la nécessité de l'installation de nouveaux paysans et nous pensons nous fixer comme objectif d'en installer 1500 nouveaux paysans par an. Donc redonner une forme de vitalité à ce qu'on pourrait appeler tout à fait objectivement la paysannerie, sans a priori évidemment. Ah mais non, tout à fait. Et puis non seulement c'est un beau métier, mais tous ceux et toutes celles que j'ai rencontrés qui ont l'intelligence parfois de faire de la transformation sur leur ferme ou d'être sur des circuits courts, etc. Ce qui produit davantage de valeur ajoutée. Si vous voyez la courbe de la valeur ajoutée dans le secteur agricole breton, ça fait ça ces 40 dernières années. Donc bravo le lobby agro-industriel, bravo la FNSEA, le Crédit Agricole, etc. Et les élus qui les ont soutenus, ils nous ont plombé le modèle économique breton. Là, il y a des gens qui sont des points d'appui pour envisager un nouveau modèle. Et je les remercie pour les rencontres que nous avons eues ensemble, mais aussi pour donner un horizon positif. Vous savez, paysan, aujourd'hui, c'est un métier. Si on le fait dans des conditions socialement et écologiquement viables, où on peut prendre un peu de vacances, où on a le temps pour sa famille, où on a le temps de recevoir un candidat pour échanger 2-3 heures autour de ces questions-là. Et c'est très important. Il faut sortir ceux
qui sont en conventionnel et ne s'en sortent pas de la détresse. Il faut dire, les pouvoirs publics sont là, il y a un horizon positif qui doit être un horizon pour tout le monde et qui doit engager un effort vraiment massif au niveau régional. Alors, il nous reste 2 petites minutes, me dit mon réalisateur dans le casque. On va parler de politique avant de nous quitter, de ces élections qui se déroulent dans des conditions un peu particulières. Oui. On entend planer sur ces élections une fois encore l'abstention et puis le Rassemblement national qui gagne du terrain en Bretagne alors que c'est pas forcément sa terre d'élection. Ben, je ne crois pas qu'il gagne particulièrement de terrain. Moi, je suis allé à Fougères faire une réunion publique. J'y ai dit ce que je pensais de monsieur Gilles Pénel, qui semble-t-il était compagnon de route d'un groupe néo-nazi, ce qui est tout de même assez inquiétant et préoccupant. Et j'ai dit que le Rassemblement national était bien mal nommé, car ces gens-là ne font que diviser, que mettre les gens les uns contre les autres. Et sur le lobby agro-industriel dont nous venons de parler, ce sont les premiers à se ranger derrière, au garde à vous et de la FNSE et le Parti de l'Argent, car ces gens sont toujours là pour une seule chose, c'est quand les partis conservateurs sont en débandade, garantir une dernière fois le pouvoir de l'argent. Donc, je dis bien aux gens, n'écoutez pas ces gens-là, ce sont des menteurs, et au contraire, choisissez une alternative positive, un espoir pour la Bretagne. C'est ce que nous incarnons, et c'est par la force du nombre, avec la mobilisation, que nous pourrons être au plus haut, l'emporter et garantir une alternative claire. Un dernier mot, tout à fait rapide. Dernier mot, je vous parlais tout à l'heure, Pierre-Yves Cadalin, de la radio, de cette semaine de la radio ici sur Bretagne 5 et sur les autres radios, puisqu'on fête la radio. Quel auditeur vous êtes ? Écoutez, moi j'écoute de la musique, j'écoute les informations, les reportages, j'écoute un peu de tout. Les documentaires, je suis assez podcast. Vous êtes podcast. Voilà, je suis sans doute un homme de ma génération. Voilà, bien, c'était sur cette considération radiophonique en clin d'œil à cette semaine de la radio que nous allons nous quitter. Voilà, on bafouille aussi des fois en radio, ça arrive. Que nous allons nous quitter. Je rappelle, Pierre-Yves Cadalin, que vous êtes candidat de la France Insoumise aux élections régionales tête de liste Bretagne Insoumise et que vous avez fait un petit crochet par nos studios ce matin en plein Tour de Bretagne, en plein Trobrez. Le Ribin Tour, voilà, le Ribin Tour, donc qui a fait un petit crochet par les studios de la matinale. Je vous en remercie. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.